merci d'être ici. Enfin, merci à vous de nous accueillir parce qu'on est dans un patrimoine de l'OGEO au 139, cours de la République. Donc, on apprendra au cours de cette petite discussion de ce matin ce dont il retourne dans cet endroit. Donc, ce matin, c'est la dernière formule un peu de conférence, débat avec Mathias Lévy-Noguer, qui est directeur général de l'OGEO Axe Seine, et monsieur Paul-Hervé Lemonnier, qui est non pas directeur général, mais directeur de l'habitat et de la politique de Habitat 76, qui va nous raconter un petit peu les feuilles de route. Donc, on a trouvé intéressant d'avoir non pas seulement l'OGEO, mais un autre bailleur pour un petit peu modérer, ou en tout cas nous exprimer un peu plus clairement les différences de feuilles de route de ces acteurs sociaux de l'habitat, qui sont des stratégies différentes qu'on va pouvoir explorer ce matin. Voilà, donc ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés. Donc chez Idéal, on fait de la cohésion territoriale aussi, pas que du désordre territorial, mais aussi un peu de cohésion. Donc on est ravis de vous donner l'occasion de vous rencontrer personnellement. Et je vais passer la parole à Catherine. Merci. Alors, désordre territorial. On expliquera ce concept un autre jour. Merci de nous recevoir. Juste pour commencer, et après je vais me taire, et puis vous pourrez poser des questions. On a 1 heure, donc pas très long, mais on nous a expliqué ce que je disais à l'instant, la stratégie de la ville, de développement urbain, la situation urbaine, la politique du logement, enfin en tout cas la situation du logement. Il me semble, hein, en tout cas en ce qui me concerne, qu'on a encore un peu de mal à voir la feuille de route, justement, la stratégie d'évolution et de développement. Donc, en fait, la définition de la politique de l'habitat et du logement, est-ce qu'il y en a une? Et comment le logement social s'intègre dans cette politique? Est-ce qu'il vient compenser des manques? Est-ce que c'est un secteur qui est sinistré comme d'autres régions ou pas? Est-ce qu'il y a un fort développement? Enfin voilà, est-ce que vous pouvez chacun nous expliquer de votre position, c'est-à-dire 2 bailleurs différents qui n'ont pas forcément la même taille, qui n'ont pas forcément les mêmes pratiques, ce que vous faites et comment vous le faites? C'est très vaste, hein, mais je vous propose de choisir un petit angle un peu plus pointu. Merci. Donc, je sais pas si oui. Donc, Habitat 76, déjà, c'est un office départemental, chez l'Office public de l'habitat, qui est rattaché aux collectivités de rattachement et le département de Seine-Maritime. Donc, c'est 30 000 logements sur l'ensemble du département, 850 salariés. C'est donc une grosse organisation et pour qui Le Havre est un élément. Le Havre, c'est 4 000 logements sur les 30 000. Historiquement, Habitat 107 est très présent, un des premiers bailleurs sociaux sur la ville du Havre. L'organisation d'Habitat 76, c'est une maîtrise d'ouvrage qui a une culture très ancienne. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Une organisation territoriale, 3 territoires, dont un territoire qui est le territoire que je dirige, qui comprend Le Havre et puis les environs, à peu près 8500 logements. Le Havre, donc, c'est une politique patrimoniale qui est très centralisée, basée sur des grands programmes de travaux. Et il reste un petit peu à la charge du directeur de territoire de territorialiser, si j'ose dire, un peu cette politique patrimoniale. Donc c'est un peu mon rôle. Donc ça, c'est pour la politique patrimoniale, la gestion patrimoniale. En ce qui concerne le développement du logement social sur la ville du Havre, pour revenir un peu sur la question, comme je l'ai dit, on a été très présent. Donc, avant-guerre, on vient de finir une très belle opération de rénovation des bâtiments les plus anciens. Ces bâtiments en briques rouges que vous voyez quand vous arrivez au Havre, sur la gauche, c'est assez remarquable. En repartant, ils seront sur la gauche. En arrivant, ils sont sur la droite. On ne peut pas les louper. Hein. Ensuite, ça a été évidemment la construction des 30 Glorieuses, etc. Ensuite, une période un peu, je dirais, où la maîtrise d'ouvrage s'est un petit peu endormie, hein, et puis elle s'est revigorée au cours des années 2000, où on a eu une politique de construction assez importante. On a produit jusqu'au milieu des années 2010
entre 2000, durant une quinzaine d'années, on a atteint jusqu'à 600, 700 logements par an. Vous voyez. À ce moment-là, il y avait sur Le Havre une volonté, encore en général, encore une volonté de développer le logement social, qui aujourd'hui, quand même, si on lit les documents, le document du PLH, par exemple, si vous prenez le PLH du Havre, il est très clairement exprimé que le logement social ne doit pas se développer sur la ville du Havre. Je veux dire, en termes de nombre de logements, de taux de logements sociaux, la ville considère que elle a suffisamment de logements sociaux, en quoi elle n'a pas tout à fait tort d'ailleurs. Le taux, c'est 35%, Pardon, c'est ça? Le taux, c'est 35% oui, sur la cet communauté ordre-là, urbaine ou sur la ville? Sur la ville, c'est cet ordre-là. Donc, effectivement, voilà. Donc, toute la politique, enfin, il me semble, la politique de la ville du Havre est beaucoup plus sectorisée. Logement des personnes âgées, logement des jeunes, logement des personnes défavorisées, etc. On est plutôt sur renouvellement urbain, encore le renouvellement urbain, encore le renouvellement urbain, alors dans les quartiers d'habitat social, bien sûr, mais aussi dans ce quartier, ici, très précisément, hein, notamment de l'autre côté, là, mais encore ici aussi, avec ce qui souhaite qu'on développe les opérations d'acquisition-amélioration. Voilà. Donc la position d'Habitat 76, alors déjà, Habitat 76, c'est historiquement Le Havre, mais depuis quelques années, c'est beaucoup moins Le Havre. Le département nous a demandé d'être plutôt présent ailleurs, sachant que sur Le Havre, il y a des opérateurs historiques, hein, également, Alcéane bien sûr, mais aussi Logéo qui a beaucoup de capacités, qui développe beaucoup de capacités sur la. Donc nous, on a plutôt développé notre politique de développement patrimonial à l'extérieur, et même franchement sur le rural. C'est à la demande de notre collectivité de rattachement. Voilà. Alors, il n'empêche on a une politique qui se poursuit et qui, effectivement, est centrée essentiellement sur... alors, il y a deux aspects. Il y a toujours le développement. Vraiment, on est sur une politique un peu à minima. Le Havre n'étant plus notre champ d'intervention désigné. Il n'empêche qu'on souhaite être... Enfin, moi, personnellement, je pense qu'il faut y être. Je suis également, personnellement, si vous voulez, la position de la ville qui est de dire on va développer le mot, à minima, le logement social, et essentiellement en termes de renouvellement. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon choix. Donc, Habitat 76. Alors, il y a également des conditions économiques aujourd'hui qui sont... Et du coup, vous êtes présent dans les ZAC, dans des opérations nouvelles Aujourd'hui, aujourd'hui, on a deux petites opérations qui sont essentiellement en cœur de ville, hein, tout près d'ici. Là, on a une opération d'une vingtaine de logements. Là, on vient boucher un trou, voilà, hein, voilà, très clairement. Et je crois que si on a des opérations à faire au Havre, on pratiquera comme ça. Ou alors on pratiquera à la demande sur des programmes de logement spécifiques, jeunes, personnes âgées, etc. D'accord. Voilà. Merci. On reviendra avec vous après. Donc Mathias, vous Logéo, j'ai l'impression que vous êtes un peu emparé de toutes les possibilités qu'il y avait pour développer du logement social, donc BRS, participation, des tas de formats innovants. Comment vous vous intégrez dans cette politique qui n'encourage pas forcément, d'après ce qu'on vient d'entendre, le logement social dans cette ville? Alors, écoutez, bonjour à tous, très heureux de vous accueillir ici. Peut-être juste un mot sur Logéo pour situer, quand même, en deux mots. Donc Logéo, c'est 25 000 logements, c'est un opérateur donc, de l'habitat social qui intervient sur tout l'axe Seine, c'est-à-dire Le Havre, Rouen, mais qui a aussi un double agrément, donc qui intervient aussi en Île-de-France. Et puis un axe Seine assez élargi parce qu'on va au nord jusqu'à Dieppe, à l'ouest jusqu'à Caen. Donc on est vraiment et on va dans l'Eure aussi. Donc on est vraiment sur une logique axe Seine assez élargi. Et la stratégie, effectivement, c'est d'être un opérateur assez global de l'habitat abordable, c'est de faire à peu près tous les métiers. Donc on fait du locatif social sous toutes ses formes, hein, structure collective, acquisition, amélioration, opération neuve, enfin classique. Combien de logements vous Alors, gérez? on a 25 000 logements en patrimoine. On construit chaque année entre 600 et 700 logements neufs. On en réhabilite autant à peu près chaque année. On a aussi une filiale dédiée à l'accession qui construit chaque année une centaine de logements en accession sociale,
qui organise aussi la vente HLM pour le Géo. On vend pas mal, hein, on vend 180 logements par an quand même. Donc on a et avec une vente qui est à 90% internalisée, c'est avec des équipes qui sont vraiment des équipes Logéo qui assurent ça. On a aussi une autre filiale qui fait du syndic social. Donc, donc là, on va arriver aux 3000 lots, enfin, qui est un petit peu la taille critique pour pouvoir arriver à équilibrer notre activité. Et puis, effectivement, on a été la première ESH à être agréée au FS. Et donc, on développe aussi une activité en bail réel solidaire qui est un peu singulière parce qu'au départ, on l'avait créée pour faire en première intention du bail réel solidaire dans l'ancien, si je puis dire. Ça, c'est pour accompagner notre politique de vente HLM et la sécuriser au maximum. Et puis, par extension, bien sûr, on développe aussi maintenant le bail réel solidaire dans le neuf et sur tous nos territoires, donc Normandie, enfin, un partout où c'est pertinent. Donc on a une stratégie comme ça assez globale, et c'est vrai que le challenge pour nous, il est, juste pour finir, il est double. D'abord, contrairement à Habitat 76, même si on a une taille qui est presque comparable, on n'a pas du tout la même histoire. Nous, on est le résultat de 2 fusions très récentes. Une fusion en 2017, une en 2020, mais il y a encore 5 ans, les collaborateurs de Logéo travaillaient dans les structures qui faisaient 9000 logements. Donc ça veut dire qu'on est confronté à une vraie problématique de saut d'échelle, de structuration. Et donc tout l'exercice pour nous, c'est d'arriver à la fois à se structurer et à faire ce saut d'échelle de manière efficace, mais en même temps, si je peux reprendre un terme, à se développer et à innover. Enfin, de ne pas se laisser aspirer par les politiques de structuration, et en même temps d'être très dynamique sur le développement, mais tout en sécurisant notre développement. Donc c'est ça un peu notre tension aujourd'hui. Et donc voilà. Ensuite, juste un mot sur le 139, là où vous êtes aujourd'hui. Ici, vous êtes au siège social de Logéo, qui est donc une société qui a son siège au Havre. Siège social dans lequel, comme vous le voyez, le rez-de-chaussée est un tiers-lieu. Donc est un tiers-lieu dédié à l'habitat et à l'économie sociale, dans lequel il y a, vous pourrez le visiter après, un espace de coworking. Il y a 7 salles qu'on appelle une salle flex, qui sert aussi bien pour des événements internes que externes. Et il y a un incubateur qui vient soutenir des projets de l'économie sociale liés à l'axe Seine, à l'économie sociale et à l'habitat. C'est un coworking gratuit. Gratuit, c'est un coworking gratuit mais sur inscription, tourné plutôt vers des porteurs de projets qui nous permet de travailler avec l'écosystème un petit peu d'innovation autour de l'économie sociale et de l'habitat dans notre territoire. Donc ça, c'est juste pour poser le cadre là où on est. Et donc votre question, c'était comment ça se passe au Havre. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Alors c'est vrai que Paul Hervé a raison, c'est qu'il y a eu dans les années 2010, il y a eu un peu une vision assez malthusienne au Havre, consistant à dire oulala, on perd de la population, on a des logements vacants dans le centre-ville, il faut arrêter de construire. Et puis, ils en sont un peu revenus quand même. Et je pense que Florent Saint-Martin a dû vous en parler quand même. Ils en sont revenus en se disant, en fait, on s'est un peu trompé. Mais ce qu'on a compris, c'était qu'il y avait toujours une perte de population et toujours des logements vacants. Voilà. Alors, la question qui se pose, c'est d'abord, est-ce qu'on compte bien ces logements vacants? Parce que quand on réunit les professionnels de l'immobilier privé, on a une vraie différence d'appréciation, je dirais, entre les chiffres que produit la URH et ce que vit le marché aujourd'hui, parce qu'en réalité, le marché est très dynamique. Et dans le même temps, aujourd'hui, on voit que le territoire absorbe sans problème quand même un rythme de production raisonnable, mais il l'absorbe sans aucun problème. Et donc, en réalité, le Havre continue à construire. Et vous avez vu des opérations. Et alors, en logement social, c'est pas énorme. Enfin, le PLH dit quand même que sur le territoire, c'est 300 logements par an. Donc, c'est quand même pas ridicule. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a au Havre, peut-être parce qu'il y a une gouvernance qui est assez simple, parce qu'il y a un maire assez charismatique, parce qu'il y a une alliance politique historique entre la droite qui dirige la ville-centre et les communistes qui dirigent les villes périphériques, qui fait que finalement, quand ils se mettent d'accord, tout roule. Ils se mettent très facilement d'accord finalement, parce qu'il y a une tradition de cogestion qui est très forte, ce qui fait qu'en vérité, ici, quand on a comme nous une stratégie un petit peu de se saisir de toutes les opportunités de développer de l'habitat sous différentes formes, on a avec la ville un accueil très favorable. Et la ville nous donne l'opportunité d'avancer sur des projets très innovants, nous suit sur des projets très innovants, nous accompagne sur des projets très innovants, avec un réel appui
et je pense une réelle satisfaction. Donc je trouve qu'ils ont une vision assez moderne de l'habitat social finalement. Ils ont compris qu'on pouvait être bien autre chose que des logeurs et qu'on pouvait être des vrais acteurs du développement de la ville. Alors on n'est pas les seuls, hein, bien sûr, ils jouent avec ils jouent toutes les cartes, mais ils jouent aussi notre carte. Et vous avez... tout à l'heure, vous allez voir l'allée Aimé Césaire, qui est un projet qu'on vient d'inaugurer en plein cœur de ville. Ça illustre ça. C'est vraiment comment, sur un appel à projet majeur pour la ville, au cœur du quartier Danton, qui vient vraiment poser la touche finale à la recomposition complète du centre ancien, et ben, comment, sur un projet comme ça, ils font rentrer dans la compétition un bailleur social comme nous, face aux promoteurs, pour savoir à qui vont l'attribuer, et en nous laissant la chance de gagner le projet. Donc, donc ils considèrent que sur des projets complexes, où il peut y avoir des vrais enjeux urbains, on est un acteur qui peut faire partie du tour de table et qui peut être mis de façon valable en concurrence, je dirais, avec les promoteurs privés pour être un vrai acteur de la ville. Et moi, je me félicite. On fait au Havre des choses qu'on n'arrive pas à faire ailleurs aujourd'hui. C'est vrai. Par exemple, oui. Par Vous avez exemple, parlé de l'innovation, vous avez dit que vous étiez un acteur innovant. On a vu sur les modes de fabrique de la ville, à travers la participation, on a pu voir hier qu'au Crioville ou bien Pop Act, on voit que vous êtes impliqué dans vous engagez des dynamiques participatives, hein, où vos locataires sont impliqués dans la fabrique du logement. Et du coup, quels autres axes avez-vous envie de valoriser en termes d'innovation? Je sais que vous êtes aussi quand même très impliqué dans les dynamiques de colocation. C'est pas évident dans le logement social, vous pouvez peut-être nous en dire un mot? Alors, je peux commencer par différents sujets. Alors, je peux parler de la colocation déjà. Donc déjà, ça c'est pas propre au Havre, hein. Ça, par contre, on le fait partout. C'est vrai que dans le cadre de notre projet d'entreprise, on a placé un des axes importants de développement, ça a été de miser très fortement sur la colocation dans le parc social. Avec une vision, d'abord au départ, qui est toute simple, hein, qui est de se dire que aujourd'hui, quand on veut s'adresser à la population jeune, on est face à deux populations en fait. On est face à des jeunes qui ont des besoins comme vous et moi, c'est-à-dire ils veulent sous-bêtement un premier logement pour s'installer parce qu'ils sont d'une phase d'installation. Et ceux-là, on arrive à les loger de façon assez classique. Et puis on est aussi face à tout un public de jeunes qui sont, on peut dire, en surmobilité, c'est-à-dire qu'ils sont encore dans des phases de transition. Et ceux-là, il leur faut des offres de logement adaptées. Il y a bien sûr quelques structures collectives sur le territoire. Elles ne sont pas très nombreuses, mais elles existent. Mais on n'est pas sur un territoire qui justifie aujourd'hui qu'on le tartine de résidences jeunes actifs dans tous les coins, parce qu'il n'y a pas la dynamique qui justifie. Et tous ces jeunes-là qui sont en surmobilité, qui sont un peu en transition, ils ne pensent même pas à faire appel à nous. Il faut être honnête. Nos procédures, nos délais de réaction, etc. Enfin, spontanément, ils ne s'adressent même pas à nous. Et donc, nous, on a vu sur nos territoires, en tout cas, une opportunité formidable de mobiliser le parc existant, en le meublant et en le proposant en colocation, pour offrir dans le diffus une offre hyper attractive et complètement adaptée à leurs besoins à tous ces jeunes qui sont en transition. Donc c'est vraiment des logements qu'on meuble, qu'on équipe, mais jusqu'à la petite cuillère. Enfin, ils sont totalement, on peut y arriver avec sa valise. Ils sont loués donc en baux séparés, bien sûr. Et alors, comme on part d'un loyer de logement social et qu'on le divise par 3, même quand on y rajoute, quand on englobe les charges, etc., on arrive à sortir des loyers par personne, si je puis dire, qui sont de l'ordre de 200 € avant APL. Donc on est hyper compétitif. Et donc notre stratégie, c'est tout simple, hein, c'est de dire, on prend 1% du parc. 1% du parc. Donc on a 25 000 logements, on prend 250 logements et on les met en colocation. Ça va faire en gros 700 places, l'équivalent de 7 RJA, sans avoir coulé 1 mm3 de béton, et en le diffusant en plus de manière intelligente, partout où il y a des besoins. Avec une prise de risque qui est absolument minimale, parce que quand même, on se tromperait sur un immeuble, et on se rendrait compte que nos colocations n'ont pas de succès, on retire les meubles et on reloue l'appartement. Enfin, on n'a rien créé d'irréversible. Et donc, avec ça, on crée un nouveau métier. Alors, c'est sûr qu'il faut investir un peu, parce que c'est un nouveau métier. Il faut savoir équiper les logements, il faut savoir gérer une commercialisation très spécifique, très réactive. Mais on crée un nouveau métier, mais qui finalement n'est ni plus ni moins que le métier que savent gérer tous les FJT de France et de Navarre. Donc avec nos moyens, c'est quand même pas non plus le bout du monde. Il faut juste se structurer pour. On a maintenant un cadre juridique qui est pas idéal, mais avec la loi Elan qui est quand même assez sécurisé. Donc on peut commencer quand même à y aller. Et on fait du volume. Avec 700 places comme ça, on fait vraiment du volume de manière très simple. Et moi, personnellement, en tout cas, je regrette que, de manière générale, le secteur HLM ne se saisisse pas plus de ça. Alors, bien sûr, quand on est à Paris, intramuros,
Le problème est différent parce que détourner un T4 pour y mettre des colocataires quand il y a 15 allos qui attendent, c'est plus compliqué. Mais dans nos territoires, flécher 1% du parc pour s'occuper des jeunes, honnêtement, on est sur une évidence et ça produit des effets considérables en volume et on rend un service social qui est extrêmement performant. Et aujourd'hui, c'est parfaitement à notre portée. Et j'aimerais bien. Mais il faut se rendre compte qu'au niveau national, hein, on a un potentiel de place considérable là-dessus. Ouais, même pas au niveau national, au niveau local, parce que vous disiez secteur HLM, donc en interbailleur, qu'est-ce qui se passe? Parce que finalement, on a l'impression que vous avez des visions assez différentes à la fois de ce qui se passe en termes de politique et de ce qui se passe sur le territoire. Alors, vous n'êtes pas non plus. Non, mais c'est qu'on on fait tous des métiers très compliqués, donc on ne peut pas tous investir sur les mêmes sujets. Mais c'est vrai que la colocation, soit on s'y met, soit on s'y met pas. Si on en fait 15 comme ça dans un coin, on n'a que les problèmes. Et on trouve toutes les raisons de ne pas le faire. Donc soit on s'y met vraiment et on structure une filière métier et là on y arrive, soit on bricole dans des coins et là on se convainc très vite qu'il ne faut pas le faire parce qu'on se prend que des portes de bout en bout, quoi. Donc là il y a un vrai choix politique d'organisme, c'est de se dire j'y vais ou j'y vais pas, mais si on y va, c'est à notre portée. Et ça a un impact social qui est très fort, je pense. Tout à fait. Nous, on a investi différemment pour le logement des jeunes. On est très présent ici, tout autour. On a 400 logements avec le Crous, par exemple, vous voyez. Donc on a servi de maître d'ouvrage au Crous. Voilà. Bon, maintenant, je pense que le Crous n'a plus de besoin, si vous voulez, pour ces jeunes. Voilà. Et puis la colocation, on a, comme dit Mathias, on a fait un essai, et puis on a arrêté. Voilà. Et c'est vrai que ce qu'il ne dit pas, c'est combien ça coûte. Ça coûte extrêmement cher. Voilà. Donc nous, on met notre argent ailleurs. Aujourd'hui, c'est la transition énergétique. Travaux de réhabilitation. Investissement massif dans des programmes de rénovation énergétique. Sur quel type de patrimoine? Tout, quel que soit. Alors, on a une politique, alors, comme je vous expliquais, 30 000 logements, il y a une politique massive. Hein. De tout temps, on a fait de l'isolation par l'extérieur. Si vous allez à Cocrioville aujourd'hui, la quasi-totalité, c'est 2000 logements, hein, Habitat 76 à Cocrioville, tous les bâtiments sont isolés par l'extérieur. Et on est en train de rebâtir, de recommencer, de refaire cette isolation par l'extérieur. On a un programme qui va démarrer l'année prochaine sur 450 logements. Ceci dit, on a une politique énergétique donc, massive qui a démarré dans les années 2010 avec un contrat de performance énergétique qui a porté sur 5000 logements sur l'ensemble du département de 2015 à 2018. Donc là, on a traité tous les... Alors, c'est des politiques systématiques. Hein. Alors, quelquefois, l'architecture a assez peu de place là-dedans. Mais voilà. Et y compris même la participation, je crois que c'était un peu le sujet aussi. Politique massive, par exemple, l'habitat collectif chauffé en chauffage collectif avec des DPE, EFG. Bon, on a commencé par là. Ouais. Et en parallèle, on a traité tout l'ensemble du patrimoine en chauffage collectif sous l'aspect gestion d'exploitation. Depuis 2016, sur l'ensemble du patrimoine d'Habitat 76, on a réduit notre consommation énergétique de 20%. Voilà, on a les premiers effets, là, vous voyez. Donc aujourd'hui, c'est vraiment très axé sur à la fois donc, la consommation énergétique et la facture du locataire. Aujourd'hui, un locataire qui paye pour se chauffer dans les 30-35 € en moyenne, hein, vous ajoutez à peu près autant pour l'eau chaude, si on est en eau chaude collective. Vous voyez donc que l'impact de la crise énergétique qui s'annonce aujourd'hui va être beaucoup plus facile à absorber pour tous ces gens-là. Voilà ce qui sous-tend la politique patrimoniale d'Habitat 76 depuis maintenant pratiquement une dizaine d'années. L'un et l'autre, quand vous développez, vous êtes en maîtrise d'ouvrage direct ou en VFA avec des promoteurs? Alors nous, on donne une primauté maximale à la maîtrise d'ouvrage direct, mais on fait de la VFA. Voilà. Donc on fait de la VFA. Donc ça donne combien en pourcentage? Ça donne selon les années, aujourd'hui, entre 60 et 70% de maîtrise d'ouvrage direct et 30-40% de VFA.
Donc voilà, ça dépend un petit peu des territoires. Au Havre, on fait très peu de VFA. Il y a des territoires où la VFA s'impose plus parce que voilà, l'accès aux frontières est plus compliqué. Mais enfin, en tout cas, la VFA pour nous reste un sujet qui doit rester minoritaire. Même chose chez nous. On a fait de la VFA. On a fait de la VFA quand un petit peu l'État nous a demandé de venir un peu au secours des privés. Si on prend l'exemple de la crise de 2009-2010, voilà, bon, on pense que probablement, peut-être l'année prochaine, on va être appelé à nouveau au secours. Alors, en termes de qualité du logement, parce que c'est un sujet qui est important, idéal, est-ce que la ville du Havre ou la communauté urbaine a une charte, enfin, nous, on n'a pas compris ça, en tout cas pas moi, de qualité autour de prescriptions architecturales, mais aussi simplement de prescriptions programmatiques sur les logements, c'est-à-dire taille des logements, configuration, logement traversant, hauteur sur plafond, etc., etc. Si. Le PLH, le nouveau PLH en tout cas, est assez précis sur cette question-là, sur la question de la typologie des logements, hein, puisque effectivement, comme partout, on constate que la demande porte essentiellement sur des petits ménages, donc petits logements, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Je ne crois pas que le T2 soit le logement idéal, personnellement. Je pense que le T3 est beaucoup plus intéressant. Mais bon, voilà, c'est vrai ici, mais c'est vrai partout. Ça, c'est général. Enfin, je ne sais pas si vous en pensez. Mais donc, il y a une volonté de développer plus de T2. Oui, certainement, hein, de logements pour les petits ménages. Ceci dit, est-ce que si on se présente avec un programme qui ne présente que des T4 et des T5, on va se faire rembarrer? Si on respecte pas, enfin, il n'y a pas non plus on ne nous demande pas de respecter des pourcentages, des choses comme ça, quoi. Donc, il y a aussi des marges de manœuvre. Voilà. Sur la qualité, il y a aussi inscrit dans le PLH la volonté de mettre en place une charte qualité. Ouais. Bon, ce que nous on dit qu'on sait faire. Je veux dire, la qualité, la qualité de l'habitat social aujourd'hui, je crois qu'elle est plus à démontrer. Hein. Voilà. Mathias ? C'est pareil, on a intégré dans le cahier des charges, bien sûr, toutes ces exigences-là. Donc, on essaye au maximum de coller. Enfin, je pense que vous faites référence notamment au rapport Girométier et autres, à tous ces standards-là. Un rapport idéal, en fait. Pardon, faute de goût majeur. Mais je l'ai lu aussi. Il y a aussi le Girométier. Oui, Girométier. Il y a aussi Girométier, ouais, pardon. Enfin bref, les deux que j'ai lu avec beaucoup d'attention et qu'on a beaucoup parlé, voilà. Non, bien sûr, non, ils sont totalement. C'est intégré dans le cahier des charges. Bon, après, c'est des éléments qu'on pilote vraiment dans nos opérations, bien évidemment. Oui, tout à fait. Oui, on peut peut-être entamer la discussion si vous avez des questions, des commentaires, voilà. Oui. Parce que... C'est jamais suffisant. Non, en plus, vous avez un contexte aujourd'hui financier qui est vraiment, vraiment, vraiment tendu. Il faut savoir que avec les coûts de construction qui augmentent en flèche, bon, puis c'est pas nouveau, hein, les coûts de construction, ils augmentent depuis 20 ans. Je crois qu'un logement à 100 000 euros en 2001, aujourd'hui, c'est un logement à 200 000 euros. Quoi, vous voyez. Et puis, ça va être à 250 000 l'année prochaine. Donc, toute aide financière est évidemment bienvenue. Alors, il y a des aides très ciblées, hein, notamment sur la démo, un sujet qu'on n'a pas abordé, mais la contribution, je pense, des bailleurs sociaux à l'élaboration du PLH, la politique de l'habitat de la communauté urbaine. La ville octroie une aide de 5 000 euros par logement démoli. Hein, donc, oui, voilà. Parce qu'il nous reste encore pas mal de démolitions à faire, soit dans les grands quartiers de renouvellement urbain qui sont dans la NPRU, soit indépendamment de ces grands quartiers, dans ce qu'on peut appeler
ceux qui n'ont pas été traités dans le cadre du renouvellement urbain. Là, les oubliés, voilà, les oubliés du renouvellement urbain. Et ça passe forcément par la démolition. Enfin, c'est la démolition qui a été Alors, actée. Alors, la sur laquelle on démolition a revient pas. été très encouragée. Nous, quand on regarde une opération, quand on regarde une problématique patrimoniale, on regarde toujours cet aspect. On peut être toujours dans la balance démolition ou rénovation. Donc là, par exemple, on avait sélectionné, on a 3-4 sites qui nous semblent il faudrait démolir. Je ne suis pas sûr qu'on aille au bout parce que pas tellement du fait de la communauté urbaine, mais je crois que du point de vue de l'État, la démolition est de moins en moins la solution, quoi. Voilà. Sur les aides, Mathias D'accord. Encore une question, si je peux me permettre. Est-ce que vous partagez un peu l'analyse de la commune et de l'Interco sur le besoin en logement social? Parce que je trouve que ce qui a transparaît par rapport à tout ce qu'on a pu voir, c'est que, alors peut-être que je me trompe, mais c'est vraiment le Havre qui se positionne comme une ville d'expérimentation, avec des trucs un peu nouveaux, très bien. Le début et la fin du parcours résidentiel, c'est-à-dire les jeunes et puis les seniors, pardon. Très bien. Après, il y a l'entre-deux. Et enfin, je trouve que ce qui ressort, c'est qu'on a vu hier un petit peu les analyses graphiques et les projections à la suite. Et ce que vous disiez tout de suite, qu'en fait, il y a un petit peu un frein sur la production de logement social. Donc c'est bon, on y va, mais bon, il y en a déjà 35%, on est quand même largement pourvu, ça suffit bien. Par rapport à la prospective, les perspectives de développement, la richesse de la population, voilà, qui est quand même extrêmement faible, même s'il y a des gros écarts. Et enfin, ça fait un peu, le Havre est à un moment, il a un engagement, et puis concrètement, il ne voit pas ce qui va arriver après, et on reste sur l'expérimentation. Est-ce que vous partagez leur analyse? Enfin, moi, le sentiment. D'abord, il ne faut pas se méprendre. Hein. Enfin, Le Havre, c'est une ville qui aime bien le logement social, hein, quand même. Hein. Enfin, on travaille. Non, mais les élus sont très impliqués à nos côtés. Enfin, on n'est pas du tout en terre hostile. Hein. On est en terre extrêmement favorable, quand même, à nos métiers, à nos soutiens. On a des élus qui sont très professionnels et qui nous accompagnent beaucoup là-dessus. Donc, on est très soutenus. Et je l'ai dit, y compris sur des évolutions parfois très innovantes de nos métiers. Donc, et avec une production qui reste quand même significative, hein, et qui est atteinte. Parce que c'est bien beau de mettre des objectifs. Il y a des territoires où on met des objectifs et on ne les atteint pas. Ici, ils sont atteints, les objectifs, hein, et parfois et souvent dépassés. Donc, on est sur un territoire qui construit du logement, quand même, hein, y compris social. Après, par rapport à votre question, effectivement, si je comprends bien votre question, il y a des vrais enjeux de mutation au Havre. Il y a des vrais enjeux de mutation. On voit que la ville se transforme, quand même. Il y a des opérations privées, en particulier, qui se font. Vous avez vu, vous avez visité hier l'immeuble Monique et Masson, etc., enfin, qui se font, qui ne se seraient pas faites il y a 10 ans au Havre. Il y a beaucoup de gens quand même. Il y a une dynamique. C'est une dynamique qui est pas forcément encore très visible, mais je pense que la stratégie de la ville n'est pas une stratégie de claironnage aujourd'hui. C'est assez étonnant d'ailleurs. Hein. C'est qu'ils disent peu ce qu'ils vont faire et ils font sans trop le dire. C'est assez. Non, mais c'est Édouard Philippe est extrêmement. C'est étonnant, hein, parce qu'il est extrêmement réservé. Enfin, c'est très dur de lui arracher un mot sur ce qu'il veut faire en matière de politique d'habitat. Peut-être d'ailleurs parce que non mais c'est intéressant parce que non mais ça doit être pour ça que je partage tout à fait l'avis du. Non mais attendez, non mais quand je dis ça, je suis convaincu parce que vous savez, il a la pudeur des gens comme ça un peu. Ouais, moi j'y comprends rien, c'est très compliqué. Il comprend tout et il s'y intéresse beaucoup parce que pour le coup, nous on l'a vu monter avec nous sur les opérations complexes de concertation, etc. Il est en première ligne, il monte au front et donc il est extrêmement engagé. Est-ce que c'est pas plus clair d'afficher les choses? Laissez-moi finir. Je pense qu'en vérité, il y a une mutation compliquée. On est comme dans une ville qui est une ville quand même avec une ville de droite, avec une population très sociale. C'est un maire de droite qui était dans une ville qui vote à gauche à toutes les élections. Enfin, il y a des équilibres quand même à trouver, qui fait que c'est pas toujours facile d'énoncer ses objectifs. Pour autant, mais première chose. Deuxième chose, le vrai enjeu ici, c'est l'évolution du prix du logement. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que la vie est assez douce au Havre? C'est que pour le moment, le prix du logement est bas. Mais alors, ce qu'on constate, c'est aussi qu'il augmente, et c'est quelque chose qui est revenu beaucoup dans les conversations qu'on a eues, et on n'arrive pas bien à comprendre pourquoi il monte. Alors, il peut monter pour plein de raisons. Il va monter, notamment. Alors, c'est difficile à analyser, hein, parce qu'honnêtement, celui qui sait décrypter et anticiper les évolutions du marché du logement, je le convoque volontiers. Mais
notamment parce qu'il y a un regain d'investissement, notamment de Parisiens qui peuvent contribuer à faire monter les prix et qui peuvent arriver avec des capacités financières qui sont sans commune mesure avec ce que peut avoir quelqu'un de local. Mais c'est un enjeu stratégique pour la ville du Havre. Hein. C'est un enjeu stratégique. Honnêtement, certains d'entre vous viennent de territoires où ils connaissent ça très bien. Hein. C'est que si on n'arrive pas à un moment donné à encadrer, limiter ou en tout cas réguler l'augmentation du prix du foncier, on peut arriver à créer une fracture au niveau social qui va être considérable au niveau d'une ville comme Le Havre, avec des inégalités structurelles considérables entre ceux qui ont déjà un logement, qui s'enrichissent en dormant, et ceux qui n'en ont pas, avec des inégalités entre les jeunes et les vieux, enfin bref, tout ce que vous connaissez par cœur. Et aujourd'hui, on n'y est pas au Havre. Aujourd'hui, au Havre, alors que la ville est assez pauvre, hein, le niveau de vie moyen du Havrais est inférieur à la moyenne nationale, on se loge facilement. Et comme le prix du logement est bas, eh ben, le niveau de vie est finalement assez supportable. Si cet élément-là bouge, si Le Havre rentre dans une dynamique d'augmentation significative du prix du logement, c'est tout l'équilibre de la ville qui est perturbé, y compris politique, hein, je pense. Il y a un vrai risque pour tout le monde. Et donc c'est l'enjeu, c'est comment une ville comme Le Havre, qui peut raisonnablement anticiper quand même qu'elle a plein d'atouts et qu'elle va faire l'objet d'une désirabilité résidentielle plus importante dans les prochaines années, comment cette ville-là arrive à se saisir du sujet pour ne pas se laisser aspirer par une spirale inflationniste qui serait sans contrôle et qui aura des conséquences terribles. Et ça pose des questions, effectivement, de développer des outils à la marge, logement social, BRS et autres. Ça pose la question des politiques de maîtrise foncière. Ça pose des questions vraiment fondamentales qui, aujourd'hui, pour le coup, je vous l'accorde, ne sont pas très clairement explicitées par la mairie aujourd'hui. Alors, même pas très clairement explicité. Nathalie Desmelay n'est plus là ce matin, mais elle était là l'autre soir quand on était à l'hôtel de ville. Et c'est Florence Saint-Martin qui lui a dit « C'est très intéressant ce que vous faites à Rennes, mais on ne va pas le faire ». C'est un débat qu'on a. Écoutez, moi, je ne suis pas personne à la boule de cristal, hein, mais il se peut qu'il y ait un réveil difficile dans 10 ans pour une partie des responsables si le sujet n'est pas traité, je pense. Et justement, par rapport à ça, c'est qui peut donner l'alerte et peut alerter le maire qui, a priori, n'est pas dans l'explication de son projet et faire accepter une politique foncière interventionniste plus ou moins, c'est pas anticipé, ça ne vient à rien. On est dans une ville qui s'est longtemps vécue comme une ville un peu en dépression quand même. Hein. Donc avec d'abord une image très mauvaise qui est en train de se retourner, avec une dynamique démographique que vous avez vue qui n'était pas très bonne. Donc c'est vrai qu'au départ, quand on voit que les prix augmentent un peu, qu'il y a des belles opérations qui se font, on est quand même tous très contents parce qu'on se dit ça y est, ça repart, il y a des signaux positifs. Et donc non mais c'est vrai que c'est pas facile de se faire peur alors qu'on vient d'une zone où on était éloigné de ça. Mais pour autant, je pense que c'est un vrai enjeu. Alors pas que au Havre d'ailleurs, hein, pas que au Havre, mais oui, Nathalie Desmelay pourrait en parler très clairement à Rennes. Même là où les politiques publiques ont été les plus proactives sur ces sujets-là, on voit qu'elles se confrontent à des échecs aujourd'hui. D'accord, vu que le tsunami de l'augmentation. Alors peut-être que les conditions économiques vont faire que ça s'atténue un petit peu, mais en tout cas, il y a un vrai risque. Il y a un vrai risque, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les instruments des politiques locales pour maîtriser ce risque, ils sont pas simples, mais ils passent au moins par la maîtrise foncière, effectivement. S'il vous plaît, vous commencez à parler plus longtemps. Shainaz, du coup, chef de projet Habitat chez Nexity, et anciennement dans le logement social. Je voulais savoir s'il y avait un besoin en logement intermédiaire, si ça justifiait. Plus largement, quelles sont les dynamiques sur l'accession à la propriété. On a cru comprendre, je crois comprendre, que les élèves avaient une certaine conviction sur le BRS. Votre avis réellement. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont tentées? On croit comprendre aussi que vous êtes beaucoup inscrit dans l'innovation. Est-ce que d'autres formes d'accession à la propriété sont un secteur, des choses que vous voulez interroger? Je pense notamment à Inly, par exemple, qui se développe, qui commence à aller sur le leasing immobilier, l'accession progressive, des choses comme ça. Est-ce que c'est des choses que vous traitez et que vous questionnez? Parce qu'il y a un vrai sujet aussi sur l'accession à la propriété, je pense, notamment vu le contexte que vous abordez, la projection dans quelques années. Et une seconde question qui n'est pas forcément en rapport, mais j'ai pu comprendre que vous aviez un modèle de tiers-lieu, Access, je crois. Comment ça se tient, comment ça s'équilibre et comment ça vit dans le temps? Alors, c'est des choses qui ont été tentées. Ça ne vit pas toujours forcément très bien, mais ça a l'air super intéressant. Alors, je réponds aux deux questions. Alors, la première, c'est sur... d'abord, sur le LLI, on en fait. Hein. Alors, on en fait, c'est... je sais pas, on doit en faire sur 600-700 logements, on doit en faire une centaine par an, je crois à peu près. Donc on en fait en complément de l'offre locative sociale.
Pour être honnête, quand on le fait souvent avec des loyers minorés quand même, donc on ne se met pas au plafond, mais on en fait. On en fait parce que c'est un segment d'offres qui peut répondre à des besoins ponctuellement. Sur l'accession sociale, c'est vrai que nous, on a fait le choix de structurer fortement une filiale sur ce métier-là. Donc, avec d'abord déjà tout le volet vente sociale, qui est quand même la vente HLM, qui est déjà, je rappelle, quand même 180 ventes par an réalisées pour l'essentiel en interne. Donc c'est vraiment une vraie force de vente. Et ça se fait en collaboration, et notamment au Havre, ça se fait dans un dialogue très ouvert avec la ville, qui accompagne cette politique-là sans difficulté. On a investi aussi beaucoup sur l'accession neuve. Donc là, on est aujourd'hui autour d'une centaine de logements neufs par an. Notre projet stratégique, c'est d'arriver à 150 d'ici 2 ans. Donc après, le contexte n'est pas très bon, mais en tout cas, c'était ça le projet aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a été déjà assez innovant. Enfin, on a beaucoup investi déjà sur le volet BRS, vu qu'on s'est confronté quand même les premiers à comment on agrée une société HLM en OFS. Déjà, il fallait faire le travail. Ensuite, on s'est confronté les premiers à comment on fait du BRS dans l'ancien, quand même. Donc, et je dirais que pour le moment, ça suffit un peu à notre bonheur déjà. Voilà, ça suffit un peu à notre bonheur. Maintenant, on est en train de réfléchir à comment on contourne les tracasseries qu'on nous met pour faire du BRS en VFA. Donc on a trouvé une voie de passage qui nous permettrait, je pense, de faire avec des promoteurs quand même du BRS sans faire de la VFA. Donc on est déjà quand même beaucoup là-dessus. On a fait monter en compétences de manière très forte, notamment un notaire local qui a beaucoup investi avec nous pour nous accompagner là-dessus. Et donc je dirais qu'à ce stade, on creuse le sillon, mais c'est pas mal, quoi. Donc on n'est pas du tout monté sur les volets INLI encore, qui ne nous paraissent pas forcément, en tout cas, à notre portée ou urgents dans notre territoire. Sur le tiers-lieu, deuxième sujet. Alors là, pour le coup, vous allez le voir juste après en plus. Donc après, c'est Jérôme Jacques là, qui est là, que vous avez vu hier, qui vous en parlera beaucoup mieux que moi. Mais juste par rapport au projet entreprise. Là, l'idée, c'est vraiment de se dire comment on peut porter intelligemment une vision de l'habitat qui soit réellement extensive. C'est l'habitat comme vraiment tout ce qui caractérise l'expérience de vie des habitants dans leur logement. Par rapport à ça, on avait un point d'entrée, c'était la question du télétravail, etc. Comment on répond aux enjeux de télétravail dans des logements qui ne sont pas prévus pour, etc. Et donc, assez naturellement, on se dit, tiens, si on crée des espaces de coworking au pied des immeubles, on répond à plein de questions, parce qu'on crée un espace qui est adapté au télétravail ou au pied des immeubles, sans qu'on soit dans sa cuisine. En même temps, on n'est pas tout seul, parce qu'on est dans une communauté. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on a tiré le fil. Et on s'est dit, mais partant de cette première intuition, est-ce qu'on peut tirer un fil qui nous amène à vraiment repenser notre organisation de proximité? C'est-à-dire à, en même temps, non seulement répondre aux enjeux de coworking, télétravail, mais en plus renforcer l'offre de services aux habitants, conciergerie et autres, renforcer notre capacité à agir sur le lien social, et puis par effet rebond, renforcer l'attractivité de notre patrimoine. Et c'est comme ça qu'on arrive à Access, que vous allez voir tout à l'heure. Donc c'est vraiment un espace multifonctionnel dans lequel il y a effectivement un café coworking, il y a un service de conciergerie renforcé, colis, prêt de matériel et autres. Il y a une salle multi-usage qui peut se prêter à des événements, des ateliers, des activités collectives. Mais il y a aussi tous les services de base qu'on peut trouver dans une loge de gardien, je dirais. Donc c'est ça l'intérêt. Et en plus, en horaire étendu, parce que c'est ouvert le samedi. Et donc par ce biais-là, en tout cas c'est le fil qu'on tire, c'est une façon vraiment de repenser le service de proximité qu'on offre à nos habitants, en créant des tiers-lieux, je reprends l'appellation, mais qui soient directement connectés à l'habitat. Et du coup, comme on pense que c'est stratégique, on a fait un choix qui est de l'opérer nous-mêmes, pas de le confier à un tiers, parce que justement, il doit se développer en synergie étroite avec nos services de proximité et avec nos équipes de gestion de terrain. D'où la première réalisation opérationnelle qui est Access, que vous allez voir dans 2 heures, là, ou dans 1 heure. Donc ça, vous la verrez en détail. On a un deuxième projet que vous avez dû voir hier en filigrane à la Tour Réservoir, donc là où on franchit une marche, parce qu'on fait la même chose, mais en QPV, quoi. Donc il faut y aller, quoi. C'est un pari de retournement qui est quand même assez ambitieux. Et l'idée, c'est que si ça marche, et on espère que ça marchera, si on apprend à gérer ça intelligemment, et bien que ça puisse être la matrice demain d'une nouvelle façon de penser l'organisation de proximité du bailleur,
partout où il y a une concentration de patrimoine suffisante pour justifier qu'on fasse cet investissement-là. En gros, les murs, c'est souvent pas un sujet parce qu'on les a. La question, c'est le service, comment on l'équilibre. Et donc, c'est d'arriver à avoir un modèle économique qui permet de faire tourner ça. Et c'est ça qu'on est en train de travailler pour valider en quelque sorte notre intuition. Non, je vais juste réagir, sur le Monnier, pour Habitat 67, sur l'accession sociale et puis sur le rôle du bailleur aussi, peut-être. L'accession sociale, chez nous, c'est assez marginal. On fait un peu de PSLA, un peu d'aménagement avec du lotissement, mais très honnêtement, ça reste marginal. On sera amené à en mettre de plus en plus dans nos opérations de renouvellement urbain qu'on est en train d'initier actuellement. Je pense, voilà. Reconstruction, démolition, c'est très compliqué aujourd'hui de démolir et de reconstruire sur site. On nous interdit de reconstruire du logement social, par exemple, dans les territoires de veille active ou dans des territoires classés QPV. On se demande un peu pourquoi ils sont QPV. Mais voilà, donc on ne peut pas reconstruire. Donc là, on va reconstruire en mixité du logement intermédiaire, de l'accession sociale. On va sortir un petit peu de notre champ strictement logement social. On a une politique de vente qui a été plus que dynamisée, qui a été complètement renouvelée depuis que le Premier ministre Édouard Philippe nous a imposé la réduction de loyer de solidarité. Par exemple, pour Habitat 76, c'est 10 millions de recettes annuelles en moins. Donc 10 millions de moins à mettre dans nos investissements de construction ou de rénovation du patrimoine. Donc on a été rechercher des ressources ailleurs, et la ressource, c'est la vente. Donc c'est un peu de la vente, un peu contrainte et forcée. Il n'y avait pas à l'origine la volonté de développer la vente de logements sociaux. Voilà. Donc voilà à peu près où on en est de nos réflexions sur les produits hors logement locatif social classique. Qu'est-ce qui se passe dans vos rez-de-chaussée? Pardon? Qu'est-ce qui se passe dans vos rez-de-chaussée? Alors, dans nos rez-de-chaussée, c'est d'abord Habitat 76. On a beaucoup parlé de maîtrise d'ouvrage, de développement, de rénovation, de gestion patrimoniale. Mais il y a un autre volet qui est celui dont je m'occupe particulièrement, qui est la gestion de proximité. La gestion de proximité, Habitat 76, je dis 3 territoires. Sur ces 3 territoires, on a en gros 60, ce qu'on va appeler chargés de site. Donc vous voyez, chaque chargé de site gère environ 5 à 600 logements, et toute la gestion de la propreté, des ordures ménagères est gérée en régie par en gros 400 employés d'immeubles et concierges. Donc on a, alors ce n'est pas que de la gestion administrative, et c'est aussi du lien social qu'on maintient sur place. Et on a mis un point d'honneur à rester présent dans tous les quartiers. C'est-à-dire qu'à Coqueriville, aujourd'hui, il y a 4 chargés de site, chacun gérant en gros 500 logements. Alors, c'est une organisation qui perdure depuis, si vous voulez, j'ai été amené à consulter les archives. Je vous ai parlé du projet boulevard Churchill tout à l'heure, bâtiment construit en 1930. Dès les années 30, on a installé là-dedans ce qu'ils appelaient un correspondant. Et le terme de correspondant, si vous allez sur le terrain, vous verrez encore des panneaux avec écrit correspondant. Voilà. Et dans le 1976, je vous dis 30 000 logements, 800 salariés. Donc il y a une culture d'entreprise très ancienne, assez forte. Et très souvent, vous entendez parler du correspondant. Ah, il n'y a jamais eu de gardien. Ça n'existe pas. Il n'y a jamais eu de gardien. Alors, il y a des concierges. Il y a des concierges qui sont très peu concierges. Ils sont concierges quand même de fait parce qu'ils habitent sur place. Mais ils ont très peu de fonctions de concierge. Mathias parlait de conciergerie, ça n'existe pas. C'est uniquement le concierge dans le dialogue, dans la relation quotidienne avec le locataire. Ils n'ont même pas de fonction administrative, rien du tout. Donc c'est une organisation qui est très ancienne, qui a subi un renouvellement assez important il y a une dizaine d'années. Le correspondant est devenu à l'époque chargé de site, etc. Bon. Et on est en train de repenser un petit peu cette organisation. Et effectivement, alors, parler de tiers-lieux, chez nous, c'est pas vraiment le sujet. Parler par contre à mon sens, une mutation qui doit se faire sur la base de relations à établir avec les habitants. On a la chance d'avoir cette organisation de proximité très présente. Eh bien, profitons-en pour développer la relation avec les habitants. Alors, ce qu'on fait déjà, mais alors sur la base de projets, de rénovation, etc., où là, on a
plus de la consultation, mais quand même des formes de participation. Profitons de tous ces moments-là pour redévelopper de la relation avec nos locataires. Sous la forme d'échanges autour des projets, mais parlons carrément là de projets résidentiels. L'idée, c'est que chaque chargé de site, il va sans doute trouver une nouvelle appellation, l'ancien correspondant, chargé de site, il va encore devenir autre chose, et ce sera lui qui sera en charge de piloter ce qu'on pourrait appeler des projets résidentiels. Donc là, on en est vraiment au tout début de la réflexion, mais ce sont des choses que l'on, ponctuellement, comme ça, on a mis en œuvre sur des sites à droite à gauche, où on a... alors là aussi, ça vient pas de... comment dire, c'est pas quelque chose qui est créé ex nihilo. On a, enfin, dans les offices HLM, à peu près tous les offices où je suis passé, pas tous, hein, mais quand même, une culture de la relation locataire, une culture de la relation avec ce qu'on appelle les amicales. Les amicales au Havre ont une grande importance. Et enfin, moi, depuis ces 10 ans que je suis là, j'ai développé ce relationnel avec les amicales et qui peut se traduire par la mise à disposition de local. Un local pour ceci. C'est en permanence la réinterrogation des besoins des habitants sur place. Et les projets le local collectif résidentiel, l'aménagement des locaux vélos, l'aménagement de l'accessibilité, l'aménagement du traitement des ordures ménagères. Tous ces sujets-là, on va être amené à les réinterroger au quotidien dans le cadre d'un dispositif de relations locataires qui reste vraiment à redévelopper, mais sur la base d'une culture qu'on a en interne, qui n'est pas toujours facile à percevoir, à mettre en œuvre, parce que c'est pas non plus... Bon, je parle beaucoup de culture, mais dans la culture aussi, il y a la face pile que je viens d'évoquer là, puis il y a l'autre face qui est... attention, parler avec les locataires, c'est toujours s'engager dans des difficultés. Donc, voilà, il y a tout un travail à faire de ce point de vue-là pour repenser notre modèle d'organisation de proximité beaucoup plus en relation avec le quotidien, ce qu'on a envie d'appeler la qualité de vie résidentielle. C'est projet résidentiel, qualité de vie résidentielle. On va un peu plus loin, beaucoup plus loin même que simplement la gestion du quotidien de nos locataires. Merci. Oui. Attends. Bonjour, Adrien Delacroix, je suis élu à Saint-Denis et Plaine Commune et président du PH. Vous évoquiez tout à l'heure que vous faisiez du BRS dans l'ancien. Enfin, j'avais une question, c'était de savoir si vous... Et on a vu, et on n'en a pas beaucoup parlé, mais ça a été sous-entendu qu'on avait aussi au Havre des problèmes d'habitat privé dégradé. Et est-ce que vous investissez, en tout cas, soit vous avez des opérations déjà réalisées ou en cours, sur le BRS, mais dans une logique d'accompagnement de copropriété dégradée ? Pas encore, mais par contre, c'est vraiment un sujet qu'on travaille. On n'a pas encore réussi à l'amorcer. Donc, notamment en lien avec Action Cœur de Ville. Alors, on a regardé à Dieppe en particulier, on avait regardé des opérations, mais qui n'ont pas marché encore. Mais c'est vraiment un sujet, pour le coup, sur lequel on voudrait monter. Mais on n'a pas encore... Parce qu'on intervient pas mal en acquisition-amélioration aujourd'hui, mais à chaque fois, on sort en locatif social. Et donc, la question qui se pose à nous, c'est comment on peut arriver à sortir Enfin, c'est très bien de sortir en locatif social, mais comment est-ce qu'on pourrait aussi arriver à diversifier nos sorties et sortir également en accession ? Et pour ce faire, il est certain que d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue logique, le bail réel solidaire est vraiment une option qui devrait marcher. On n'a pas encore réussi à le faire, mais ça, j'espère vraiment que dans les 2 ans qui viennent, on arrivera à sortir notre première opération de cette nature-là, parce que c'est vraiment un sujet qui a beaucoup de sens pour nous et qui viendrait permettre d'élargir ce qu'on fait déjà en acquisition-amélioration, dans tout ce qui est effectivement reconquête de centres urbains, enfin de centres urbains, d'immeubles dégradés. Ce matin, c'est nous, on l'a fait, l'acquisition amélioration en BRS. Donc, si tu veux parler avec un opérateur de la côte française qui a non, c'est pour le coup une offre de service. Et en revanche, moi, je vais revenir tout à l'heure, tu parlais sur ce que tu essayes de sortir en BRS. C'est un des sujets, on va pas le refermer sur le BRS, mais
tu disais que tu essayais de dénouer les contraintes liées à la fin du BRS en VFA. Et je voulais comprendre en fait quelle était la logique pour un opérateur HLM. En gros, on sait que sortir du BRS à peu près dans tous les métages, c'est pas très simple, il faut dénouer des contraintes. Et la question, c'est pourquoi c'est la contrainte de la VFA que tu cherches à dénouer plutôt que des contraintes liées à d'autres types de montage. Alors que nous, globalement, en tant que foncière, on considère qu'on arrive à sortir des effets un peu meilleurs. Non, mais là, à ce stade, moi, j'ai vraiment une vision très, très humble et très pragmatique, pas du tout théoricienne du sujet. L'approche à laquelle on s'est mise, nous, elle est très simple. C'est de se dire que finalement, en tant qu'organisme HLM, on a une compétence pour faire du logement social classique. On a une compétence naturelle pour faire de l'accession sociale. On a une compétence naturelle pour faire du syndic. Bon. On a maintenant, par la loi, le droit d'avoir une compétence pour faire du BRS. On s'en saisit de façon assez banalisée, comme on se saisit des autres compétences. Ça, c'est le premier optique. Deuxième optique, c'est comme on a été amené, nous, à défricher un certain nombre de sujets, parce que quand on a lancé, par exemple, le BRS dans l'ancien, c'était pas très, la loi n'était pas encore passée par là, quoi. Donc on était en train de défricher, c'était pas interdit, c'était pas autorisé, et beaucoup de gens, et c'est vrai qu'il y a une inflation parfois de réflexion juridique et réglementaire sur ce dispositif qui me paraît parfois un petit peu disproportionné par rapport à l'ampleur qu'il prend. Moi, j'ai juste ma position, elle n'est pas du tout de dire faut faire la VFA, pas la VFA. Ma position, c'est de dire il faut que ce truc-là décolle. Et donc, laissons-le décoller, laissons expérimenter. Et puis après, il sera grand temps, quand il y aura 30 000, 40 000, 50 000 logements en BRS, de se poser les questions, d'avoir un retour d'expérience et de se dire attention, là, on n'est pas dans la bonne direction, là, on n'y est pas. Donc, moi, c'est juste ça, c'est juste essayons de faire décoller ce dispositif. Et pourquoi j'y crois? Parce que, encore une fois, ce n'est pas une panacée. C'est pas une panacée, mais si on place au cœur de ses préoccupations la question du prix du logement, de comment on arrive... bien sûr que le BRS ne sera jamais une réponse globale, mais on a quand même là un outil qui est éternellement antispéculatif. On n'en a pas d'autre aujourd'hui, à part le logement social. On a entre les mains un outil qui est perpétuellement antispéculatif. Moi, je trouve que c'est très enthousiasmant que d'essayer de le développer un peu par tous les bouts, avec peut-être y compris ce que tu dis sur moi je serais ravi de le faire des coproduits en tout cas, mais de le développer parce que je pense que c'est j'espère que ce sera un outil d'avenir et que on ouvre une voie qui pourra se développer. Et donc moi je suis j'ai pas une pensée forcément très théorique là-dessus sur le fait que est-ce qu'il faut plutôt aller à gauche, un petit peu à droite, etc. comme ça. Je dis il faut le développer. Il faut nous laisser un peu d'oxygène, il ne faut pas tomber dans la sur-réglementation du dispositif. Et surtout, un petit message, parce que ça, parfois, moi, je l'entends et ça me rend un peu triste aussi, parce que c'est difficile, là aussi. Moi, je ne veux pas balayer le sujet d'un revers de main. Mais quand j'entends parfois qu'au sein même de notre profession, on est en train de commencer à faire vivre le débat sur... Est-ce que les OFS peuvent avoir des effets pervers sur l'augmentation du prix du foncier ou autre, etc. Je ne dis pas que le sujet est nul et non avenu, mais je dis quand même que si on a un peu de sens politique, alors qu'on a entre les mains un outil qui est le seul à être perpétuellement antispéculatif, on n'est quand même pas très malin de mettre trop d'emphase sur ces sujets-là nous-mêmes, au sein de notre profession, alors même que personne ne nous le demande finalement, et que notre première préoccupation serait déjà d'essayer de le développer. Et encore une fois, on verra, il peut y avoir des effets pervers, on les corrigera. Mais surtout, ne nous faisons pas mal. Je veux dire, on a un outil antispéculatif, on a une approche de dissociation du foncier et du bâti qui peut-être est une vision d'avenir, enfin, n'en sait rien. Bon, faisons-la prospérer, et ne nous faisons pas peur, et surtout, ne nous tirons pas une balle dans le pied en essayant de contester ce qu'on fait les uns les autres pour des raisons parfois pas toujours explicites, quoi. Avançons, et je pense que quand on aura imposé ce dispositif réellement dans les faits, effectivement, comme tous les dispositifs, on appréciera où sont les régulations nécessaires, etc. Mais, donc moi j'ai une vision là-dessus plutôt très engagée, parce que j'y crois, et surtout de ne pas se faire mal politiquement. Enfin, portons-le collectivement et soutenons ce que font les uns et les autres, et puis on verra quand on aura réussi. Merci. Oui. Alors, je voulais juste revenir sur vos deux échanges, justement, l'un et l'autre. Vous abordiez la relation de proximité, vous abordiez le parcours résidentiel.
je reviens sur que ce soit le tiers-lieu ou de la mise à disposition de rez-de-chaussée. Je repense notamment à l'offre de CDC Habitat, qui développait un dispositif qui s'appelait Axel, où justement, par contre, eux, ils travaillaient le partenariat avec des acteurs de droit commun. Donc, que ce soit sur l'insertion professionnelle, donc dédié, donc ils avaient un partenariat avec l'AFPA, avec O2, donc employeur, sur l'insertion, sur l'accompagnement numérique, donc avec Emmaüs Connect, des choses comme ça. Est-ce que justement, il y a une volonté de travailler avec les acteurs du droit commun pour être dans cette dynamique d'insertion professionnelle, de parcours résidentiel pour les locataires et les amener, parce que des fois on est éloigné du droit commun, les amener justement au rez-de-chaussée de leurs immeubles? Est-ce qu'il y a des volontés de cet aspect-là, ou juste rester plutôt sur le tiers-lieu tel que vous l'avez évoqué, ou des mises à disposition? Non, pardon. Où on a des partenariats avec tous les acteurs sociaux pour la gestion effectivement donc, des attributions de logement, du parcours en logement, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est en place depuis très longtemps. Pour le reste, on a eu des tentatives. Moi, j'ai eu des services civiques. On a initié pas mal de choses, y compris sur le numérique, sur l'accompagnement des personnes âgées, notamment dans le cadre de la crise Covid, par exemple. Non, pas. Si vous voulez, nous, notre organisation de proximité, moi, sur le territoire, j'ai 60 bureaux. Donc, c'est déjà autant de points de contact. Voilà. Mais c'est vrai qu'il reste beaucoup à faire, je vous concède. Et ça fait partie de nos intentions que de développer éventuellement des nouveaux services, etc. L'aspect numérique est effectivement très, très important, d'autant qu'on développe les services numériques. On a une agence en ligne. Tous nos avis d'échéance sont distribués numériquement. On ne distribue plus de papier. Mais ça pose un problème. C'est compliqué, pas facile à gérer. Il y a beaucoup de choses à faire. Peut-être une réponse en deux temps. Bon, d'abord, vous allez le voir tout à l'heure, donc je ne dévoile pas tout, mais Access est un lieu qui est tourné vers l'habitat, mais qui est ouvert aux habitants du quartier. Donc déjà par nature, il est ouvert aux habitants du quartier et il est bien sûr ouvert à tous ces partenariats-là. Donc je pense que je ne veux pas être trop long là-dessus, parce que je pense que vraiment Jérôme Jacques pourra vous développer ça de façon sur site, de manière beaucoup plus précise. Par contre, j'aurais aimé revenir sur, en complément, parce que tout à l'heure, sur le volet un petit peu participation des habitants. Parce que ça, c'est un sujet que vous avez dû voir un petit peu en filigrane, j'espère, hier, quand on a parlé de la tour réservoir. C'est vrai que c'est un sujet sur lequel, pour le coup, on l'a vraiment placé, même si c'est très compliqué. Moi, je partage ce que dit Paul Hervé. Il y a beaucoup parfois des réticences, ou il y a parfois des freins, des appréhensions mutuelles. Mais en tout cas, nous, le choix qu'on a fait, c'est vraiment de le placer au cœur du projet d'entreprise. Vraiment de le placer, mais au contraire de retourner le truc, de le placer vraiment au cœur. Et alors, ça prend plein de formes, et du coup, on prend le sujet par tous les bouts, si je puis dire. Alors, je reviens juste sur la tour réservoir que vous avez vue hier. C'est vraiment un très bon exemple. La tour réservoir, c'était compliqué pour nous. C'était un immeuble qui avait, au départ, l'occupation sociale la plus dégradée de tous nos immeubles du Havre. On avait l'intuition que c'était un immeuble sur lequel il y avait un potentiel de restructuration, de rénovation et de nouvelle vie considérable. Il était évident que partir la fleur au fusil, c'était immédiatement susciter chez les habitants de cet immeuble le sentiment qu'on allait faire un projet contre eux, naturellement. Et donc, du coup, on a décliné, mais ce qu'on l'a déjà fait ailleurs, nous, on a un mantra là-dessus. C'est très simple, c'est tout bête. C'est inspirer, co-décider, co-construire. C'est qu'on a passé 8 mois, je crois, ou 10 mois, et là, c'est Sandrine qui pourra vous en parler, Sandrine Cuffel qui est là qui pourra en parler, 8 mois ou 10 mois, à parler avec les habitants uniquement des enjeux du projet. Pourquoi on fait le projet, avant de parler. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est que pendant toute cette phase d'inspiration, de pourquoi on fait le projet, les architectes, qui étaient par ailleurs en dialogue compétitif, assistaient muets aux réunions avec les habitants pour entendre tout ce qui se disait. Sans sortir, bien sûr, le moindre projet. C'était vraiment la phase d'inspiration. C'est extrêmement intéressant. Parce que d'abord, on en sort avec une vision partagée du diagnostic et des enjeux. Et après, quand on prend des décisions, quand on fait des choix, quand on fixe des objectifs au projet, on peut les adosser à cette vision-là. Si on n'a pas fait ce travail-là préalable, on construit sur du sable. Et les arbitrages qu'on propose aux habitants après sont jamais sécurisés. Ce qui est très intéressant, c'est comment on y arrive. Parce que vous savez tous, quand on veut faire, si on lance
Si j'envoie un colis dans les boîtes aux lettres pour faire une réunion sur la tour réservoir, je vais avoir 40 personnes, moyenne d'âge 70 ans, généralement investies dans les associations de locataires que je connais déjà par cœur, et il ne se passera rien. Ça veut dire qu'il y a un véritable travail de recrutement. Concrètement, hein, on a payé quelqu'un pendant 2 mois pour aller faire du porte-à-porte. Deuxièmement, il faut multiplier les formats. Grandes réunions plénières, ambassadeurs, réunions ateliers. Troisièmement, on a beaucoup utilisé le média vidéo. Ça, c'est très intéressant. C'est aller interviewer les gens en face à face pour avoir une matière vidéo qu'après on peut restituer en plénière. Pourquoi c'est intéressant? Parce que d'abord, on va chercher les gens, on capte une parole, et en plus, on capte une parole qui est souvent d'assez bon niveau. Parce que face à une caméra, quand les gens parlent, ils se tiennent un peu, quoi. Enfin, ça élève un peu. Non, mais sérieusement, et quatrièmement, recruter, utiliser tous les médias, tous les formats. Comment on fait venir les gens? C'est tout bête parfois. Hein. Pensez à ce qu'il y ait un clown dans la réunion pour que les gens puissent venir avec leurs enfants, poser leurs enfants dans une salle à côté, et pendant 2 heures, que les enfants soient divertis par un clown, pendant que nous, on discute des choses. Si vous voulez avoir des pères ou des mères de famille, c'est la seule chose. Non, mais c'est tout bête, hein, mais il faut y penser. Et bien, quand vous faites tout ça, et que vous y croyez, vous arrivez à avoir des réunions publiques avec 150 ou 200 personnes, à avoir des ambassadeurs derrière qui sont mis sur le projet, et arriver à l'expression quand même d'une vision des enjeux du projet, où là, vous faites, bien sûr, on partait d'un constat qui n'était pas très bon. Hein. L'immeuble était un peu pourri, on ne s'était pas occupé, donc on se faisait pas mal. Au début, on s'est fait un peu engueuler, et c'est très bien d'ailleurs, hein, parce que voilà, vous nous abandonnez. Mais mine de rien, on fait ressortir aussi tous les éléments de fierté, d'envie, parce que cette tour, elle a une histoire, parce qu'elle est marquante dans le quartier, et on fait ressortir aussi positivement les éléments de fierté, d'envie, qui après permettent de construire le projet. Et c'est vraiment très intéressant. Et ça pose juste une question méthodologique que moi je trouve passionnante quand même, c'est qu'on voit que comme on n'a plus d'intermédiaires naturels facilement mobilisables, on se retrouve avec une situation paradoxale où finalement on va nous-mêmes recruter, on va nous-mêmes créer le corps social dont on a besoin pour dialoguer avec lui. Donc non, mais c'est quand même pas toujours évident, enfin, ça pourrait quand même être un peu attaqué d'un point de vue logique, hein. Mais c'est quand même vachement intéressant. Ce que je veux dire par là, je prends un exemple sur la tour réservoir, mais ça, à plus petite échelle, on l'a systématisé sur toutes nos réhabilitations, inspiré, co-décidé, co-construit. Ça veut dire que des réunions d'inspiration au départ, des réunions de co-décision au moment où on définit le projet, des réunions en cours de chantier pour suivre comment ça se passe. Et aujourd'hui, on est en train de franchir une étape supplémentaire. On a lancé depuis quelques mois ce qu'on appelle le programme Habitants Partenaires. Habitants Partenaires, c'est quoi? C'est que tous les locataires de l'OGEO, et notamment, on va le faire au moment où ils signent le bail, ce sera plus facile, mais on peut le faire aussi en vide bail. Au moment où ils signent le bail, on leur propose, d'une manière ou d'une autre, s'ils acceptent, hein, bien sûr, ils n'ont pas le choix, d'être acteurs avec nous d'une forme de vie participative au niveau de l'OGEO. Donc après, ça peut être très simple, ça peut simplement accepter de répondre à des enquêtes, ça peut être accepter de participer à des focus group, etc. Et comment on arrive à recruter comme ça une base d'habitants, si je puis dire, qui va être un peu notre mur de rebond, alors bien sûr sur les projets immobiliers, mais aussi sur les projets de gestion courante de la maison. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est de le faire en direct avec les habitants et de le faire bien sûr avec la bénédiction des associations locataires. Donc tout ça est porté, enfin, on gère ça avec le CCL qui bénit complètement le projet. Et après, c'est des exemples c'est basique, hein. Typiquement le règlement intérieur de nos immeubles. Nos équipes avaient fait un règlement intérieur, super, très bien, hyper techno. On l'a remis sur la table avec un groupe d'habitants, avec les associations de locataires, on l'a réécrit avec eux, et on a un règlement intérieur maintenant tamponné par les associations de locataires, etc., et qui est bien meilleur en plus de les faits. Et sur tous ces aspects de gestion courante, d'arriver à faire rentrer l'habitant au sens propre du terme, sans donner l'impression qu'on bypass les associations locataires, ça qui est important. Hein. Mais en même temps, moi je trouve ça passionnant en tout cas, et je trouve que c'est en tout cas pour nous une façon de penser les projets ou de penser le politique de service qui est vraiment, en tout cas, à laquelle on croit beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Je crois que notre conférence arrive à sa fin parce que je crois que c'est vous qui aviez une réunion. Nous, on a un peu de temps. J'avais juste, moi, une dernière question que j'aurais peut-être dû commencer par poser tout au début. Combien de temps il faut attendre pour avoir un logement social au Havre? En moyenne, enfin... Si vous en voulez un demain, on peut peut-être vous en trouver un. Je pensais pas à moi. Mais... Indépendamment de la lourdeur des procédures administratives et réglementaires qui sont les nôtres, quoi.
hein. Mais bon, voilà. On a un marché qui marche. Bon, le Havre, moi je trouve que le marché, ce que je vois du marché, en tout cas, c'est assez équilibré. C'est-à-dire qu'on n'a pas de vacances, nous. On n'a pas de vacances. On a 10% de rotation, ce qui est assez classique dans nos territoires. Et après, les durées, ça va dépendre de l'urgence, de l'exigence aussi, parce que ceux qui nous demandent un logement avec vue sur mer vont attendre un peu plus longtemps que ceux qui... Non, mais globalement, globalement, on ne peut pas dire que l'accès au logement social au Havre soit extrêmement compliqué. C'est ce qui permet de travailler assez sereinement. Voilà.